Il semble qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'entends par diphtongue. Possible que je l'emploie d'une façon un peu personnelle, mais enfin, je vais quand même préciser. Toute diphtongue est vouée à se dissoudre, c'est-à-dire à disparaître ou à revenir. Il y a une dimension cyclique de la diphtongue. Par exemple, bon, c'est une diphtongue. Bonne dissout le bon. Le on de bon ne se retrouve pas dans bonne. Mais on va revenir au bon d'un point de vue cyclique. Donc, la diphtongue, ce qui fait le charme de la diphtongue, c'est cette dimension fragile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, question. Dans question, il y a un on. Questionner, le on disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme on qui était soudée dans la diphtongue va se décoller, va se démembrer quand elle disparaît. Et cette découverte majeure, qui a dû être faite il y a des très longtemps, est un axe fondamental de la construction de la langue, en tout cas en français. Et le français est une langue emblématique, une langue pilote, pour tant de raisons sur lesquelles on pourrait épiloguer. Mais peu importe, le résultat est là. Donc, avoir découvert la diphtongue, c'est un petit peu comme avoir découvert la différence entre les planètes et les étoiles fixes, si on peut dire, toute proportion gardée. La diphtongue, ça donne une dualité. Et cette dualité, cette cyclicité, diphtongue, pas diphtongue, rediphtongue, etc., elle est au cœur des marqueurs de genre, des marqueurs de nombre notamment, mais aussi du passage du verbe au nom, etc. Enfin, tout un processus de passage qui est sous-tendu par la diphtongue. Alors, bon, moi je veux bien que les gens aient une autre idée de la diphtongue, moi je vous donne ma définition, et c'est celle-là qui m'intéresse.